Bonsoir à tous. Charlotte, Amandine, Annabelle, Laura, beaucoup de jolis prénoms féminins pour un tubercule précieux. Se faire qualifier de patate, c'est pourtant pas très flatteur. Plein feu ce soir sur la pomme de terre, qui est beaucoup plus fragile qu'on ne l'imagine. Culture, traitement, un peu d'histoire et de gastronomie. Beaucoup de gaspillage que certains appelleront plutôt revalorisation. Sans oublier que la recherche de la patate parfaite rend les relations entre producteurs et distributeurs parfois un peu tendues. On parlera de tout ça ce soir, sans oublier non plus l'histoire d'une baignoire qui se finit bien grâce à bon entendeur. Elle est météo-sensible, la pomme de terre. Ne croyez pas qu'elle pousse comme ça facilement. Et derrière cette rondeur sympathique, il y a des questions de quantité produite, de prix jugé trop bas par certains producteurs, des questions d'exigence de qualité, exagérées sûrement, mais à qui la faute? On en parlera tout à l'heure. Une chose est sûre, la pomme de terre est un enjeu bien plus complexe qu'il n'y paraît. Vous aimez ça, manger des patates ? La récolte se termine actuellement dans les champs de Berne, Vaud, Fribourg et Zurich. À eux seuls, ces 4 cantons produisent presque les 3/4 de la récolte suisse. En 2019, c'est plus de 414 000 tonnes, soit 40 fois le poids de la Tour Eiffel, sur 11 000 hectares, environ le tiers de la superficie du canton de Genève, répartis entre 4 200 producteurs. C'est la population de Tramelan. Le secret de la pomme de terre, c'est son rendement moyen, très supérieur à celui du blé. Mais un tel rendement se mérite. Ne vous fiez pas aux airs de paysanne facile à vivre que se donne la pomme de terre. C'est une culture quand même très difficile, quoi. C'est très difficile la pomme de terre. C'est pas facile à gérer avec la météo actuelle. C'est très cher la mise en place, les plants, l'engrais, les machines, le personnel. Et les soins aux cultures, tout. Quand ça va bien, ça rapporte bien. Mais quand ça va mal, ça va mal aussi. Vu que l'investissement de départ est grand, on a de la peine à se rattraper quand une culture va mal. La filière de la pomme de terre suisse est très organisée sous le label Suisse Patate, du producteur au distributeur en passant par le grossiste. En 2019, nous avons une récolte moyenne. Cette année a très bien commencé, avec des conditions optimales à la plantation. Mais au mois de mai, il a fait frais et humide, ce qui a freiné la croissance des pommes de terre. En juillet, il a fait très chaud, et les pommes de terre n'aiment pas ça, ce qui les a une nouvelle fois freinées. Et c'est pourquoi la croissance de la végétation, comme la récolte, ont pris du retard. Ce qui explique un rendement qui n'est pas maximal. À l'agroscope de Changin, une équipe spécialisée dans la pomme de terre travaille en lien avec la filière de production. Elle ne fait rien comme tout le monde, la pomme de terre. Ce n'est pas une graine, ce n'est pas non plus une racine, c'est un tubercule. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tubercule? Morphologiquement, c'est une tige souterraine qui va tubériser, c'est-à-dire qui va grossir en accumulant de l'amidon. Et donc, c'est ça qu'on va récolter pour la consommation. On va le conserver, donc c'est une plante vivante, et qu'on va replanter l'année suivante, qui va elle-même donner naissance à une plante, à des nouveaux tubercules, et ainsi de suite. Donc, c'est une sorte de clonage naturel de la même plante qu'on reproduit d'année en année. Une variété de pommes de terre, c'est donc plusieurs générations d'une seule et même plante. On cultive en Suisse 40 variétés de pommes de terre. 24 sont destinées à la consommation de pommes de terre fraîches et 16 à la transformation industrielle, principalement en chips, frites, rösti et purées préparées. La consommation de pommes de terre en Suisse est très stable depuis quelques années. Environ 45 kilos par personne et par an. Ce qui comprend les pommes de terre fraîches et les produits transformés.
Ces dernières années, nous constatons une croissance des produits transformés. Parce que tout doit toujours aller plus vite, être plus vite cuit. Et évidemment, les produits transformés sont très adaptés à cette demande. Et on voit que ce secteur est en légère augmentation. La Suisse ne sélectionne pas elle-même ses variétés de pommes de terre. Elle les choisit parmi les 1670 variétés de la liste européenne en fonction de différents critères. Le premier d'entre eux, c'est la teneur en amidon qui peut aller, selon les variétés, de 10 à 22%. Les plus anciens se souviennent que les pommes de terre qu'on avait avant, c'était surtout des variétés à chair farineuse, comme la Binge par exemple. Et puis, au début des années 80, est arrivée une variété de France qui s'appelle Charlotte, que tout le monde connaît bien. Et en fait, c'est la première variété à chair ferme qui a été créée. Donc ça, c'est un bon exemple d'objectif de sélection, c'était de se dire, ah voilà, on a un nouveau marché, un nouveau créneau, et on va essayer de développer ces variétés-là. Un point important, c'est la résistance d'une variété aux maladies et aux ravageurs. La tolérance à la chaleur prend aussi de plus en plus d'importance. Et aussi le fait qu'elle ait un rendement stable, même en cas de forte chaleur. Le rendement, évidemment, est un critère. Ensuite, la bonne conservation de la variété. Est-ce qu'elle germe rapidement? Et pour les variétés de consommation, on regarde aussi à quelle vitesse une pomme de terre verdit à la lumière. Ce sont les principaux critères que nous examinons. Est-ce qu'il y a aussi un critère qui est lié au goût? Oui, évidemment. J'ai oublié ça. La pomme de terre doit aussi avoir bon goût et être belle avec une jolie forme et une belle peau. Le goût, c'est un critère parmi bien d'autres, quelque part. Et donc, il y a une pomme de terre que, personnellement, j'apprécie beaucoup, c'est la pomme de terre Binge. Son aspect extérieur n'est pas très ragoûtant, parce que la Binge est très sensible aux galles et aux déformations. Et à l'inverse, ici, on a une autre variété, la variété Agatha, et vous pouvez constater que, par contre, d'aspect externe, elle est vraiment très jolie, avec une peau lisse, des yeux qui sont très superficiels, donc faciles à peler, etc. Mais au niveau du goût, à mon sens, elle est plus fade. Donc c'est toujours une question d'arbitrage, en fait. La Binge, c'est la grand-mère de nos patates. À plus de 100 ans, elle résiste vaillamment, malgré tous ses défauts, au milieu de jeunes pommes de terre d'à peine 20 ans. Donc ça, c'est la variété numéro 4. Et en dégustation, elle reste la préférée. Actuellement, les pommes de terre de consommation, celles que vous achetez entières pour les cuisiner chez vous, ne représentent environ qu'un tiers de la production totale. C'est une bonne source en minéraux, en fibres, en vitamine C et B6, en amidon et en glucides, d'où son appartenance à la famille des féculents. Plein d'avantages nutritionnels, facile à cuisiner, mais la patate fait partie de notre gastronomie depuis 2 siècles seulement. Originaire des Andes, la pomme de terre est arrivée en Europe au XVIe siècle, dans les cales des conquistadors. Mais ce nouvel aliment a mis du temps à s'imposer dans les assiettes. Il y a beaucoup de préjugés. D'abord, elle pousse dans la terre et dans l'imaginaire des gens, surtout les paysans. Ce qui pousse dans la terre est une nourriture réservée pour les animaux et pour les cochons. Ce sont les élites dirigeantes de l'époque qui sont à la fois souvent des savants, qui se tiennent au courant des nouvelles idées agronomiques, qui sont membres aussi du gouvernement et propriétaires terriens. Donc ils réfléchissent à une alternative aux céréales et en particulier la pomme de terre qu'on se met à mieux connaître, à étudier, leur paraît être vraiment le légume adéquat. En 1815, l'éruption du volcan Tambora, en Indonésie, provoque un hiver volcanique et l'Europe connaît une année sans récolte. C'est la disette et l'occasion pour la pomme de terre de devenir l'aliment du quotidien dans les fermes suisses. On invente les rösti. Le terme de rösti, il est bernois, mais il s'est rapidement diffusé dans toute la Suisse et aussi parce que la pomme de terre devient un aliment pour les ouvriers dans la Suisse industrielle.
Et finalement, ce terme de Röstigraben, c'est un néologisme des années 70 du XXe siècle et qui est largement diffusé dans la presse au cours des années 80. Et il n'a finalement pas de sens parce que dès le milieu du XXe siècle, les röstis sont largement consommés, que ce soit à la campagne, dans une auberge ou dans un restaurant urbain citadin. On a même des boîtes de conserve de röstis dès les années 1960. La pomme de terre, François Blazer aime autant la cultiver que la cuisiner. Sa particularité, il vend directement sa production aux restaurateurs, dont certains chefs étoilés. L'idée lui est venue il y a 40 ans, quand le grossiste a refusé sa récolte, sous prétexte que l'aspect de ses patates n'était pas parfait. Eux, ils veulent que la pomme de terre soit belle, lisse. Moi, s'il y a une petite marque ou une marque, ça ne gêne pas, disons, parce que le goût est là, quoi. Une pomme de terre qui est pas forcément belle, mais quand elle est pelée, quand elle est utilisée et puis qu'elle fonctionne en cuisine, c'est beaucoup plus intéressant pour le restaurateur que d'avoir une belle pomme de terre qui va pas. Ça fait très longtemps que je me suis arrêté sur la grilla, qui convient très bien au niveau de la friture, au niveau des röstis, et puis qui a une très bonne conservation aussi. François Blazer livre personnellement ses clients par petites quantités, comme ici au pont de Bran, où le chef réceptionne la ration de la semaine. Ah, bonjour. Alors voilà, la nouvelle récolte. D'accord, c'est plus la Lady Felicia là. C'est plus la Lady Felicia, c'est la grilla maintenant. D'accord, oui. Qui fait toute la saison en fait. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les pommes de terre de M. Blazer ? Alors, il y a déjà une régularité dans la qualité qui est assez incroyable, hein, qu'on a quasiment toute l'année une pomme de terre qui nous permet d'utiliser, par exemple, pour les fameuses pommes soufflées où il faut une pomme de terre qui se tienne bien, qui colore mais pas trop. Je pense que son secret, c'est beaucoup la conservation qui permet d'avoir cette qualité de pomme de terre. Sous ces airs modestes, la pomme de terre s'invite même à la carte des restaurants gastronomiques. Je pense qu'on a toute l'année au moins un plat où il y a une pomme de terre en garniture ou un plat autour de la pomme de terre. Surtout moi qui travaille des produits locaux, une cuisine qui est proche du terroir d'ici, donc la pomme de terre fait partie de notre culture. Oui. Stéphane Descotter a d'ailleurs réinterprété la recette traditionnelle des röstis. La seule petite astuce que moi j'utilise, c'est de mettre un tiers de pomme de terre crue dans la pomme de terre cuite en robe pour avoir plus de croustillant, puis qui se tienne un petit peu mieux quand on va le retourner notamment. C'est une recette très vaudoise avec le compromis. C'est ni cru ni cuit. Une recette très vaudoise que vous pouvez voir en intégralité sur le site internet d'À Bon Entendeur si elle vous tente. Avant que les patates arrivent dans votre assiette ou qu'elles deviennent des frites, des chips, elles ont une vie dans les champs puis dans les lieux de stockage. Une vie qu'il faut surveiller de près avec des traitements plus ou moins nombreux. Vous avez traité combien de fois cette année ? 6-7 fois. Un petit peu moins que d'habitude parce que on a peu eu de précipitations, donc une pression mildiou moindre. Mais par contre, on a une pression doryphore énorme. Et puis sinon, une fois un herbicide, et c'est tout. On a des machines que s'il y a un petit peu de mauvaises herbes, ça ne gêne pas. Il y a 10 ans en arrière, on ne serait pas content de cette culture parce qu'elle n'est pas tout à fait propre, mais on s'en contente maintenant. La culture de la pomme de terre exige un grand nombre d'interventions. Un sérieux désherbage qui évitera la concurrence des mauvaises herbes et des traitements contre les ravageurs et diverses maladies. Des viroses qui causent des maladies de peau ou le champignon du redoutable mildiou. Il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, c'est cette maladie qui a causé la grande famine en Irlande, qui a poussé bon nombre d'Irlandais à l'exode aux États-Unis. En quoi est-elle redoutable? C'est-à-dire que si elle s'installe dans une parcelle de pommes de terre, qu'on a une variété sensible et que les conditions climatiques sont favorables à son développement, en moins de 2 semaines, elle va détruire intégralement le feuillage. Donc là, on n'est pas dans une situation avec une maladie pour laquelle on va avoir une légère réduction du rendement, c'est qu'on ne va pas avoir de rendement du tout. Donc on ne va absolument rien récolter. On peut évaluer, après c'est vraiment des moyennes, que le nombre de traitements qu'on réalise sur la pomme de terre depuis, même avant la plantation, jusque pendant le stockage, donc vraiment sur toute la période,
En conventionnel, on est en moyenne toujours entre 5 et 14 traitements. Tandis qu'en bio, on a un petit peu moins de traitements, on est entre 5 et 8 traitements au cours de la saison. Héritier d'un domaine conventionnel à Cugy, Christian Vanet a basculé vers l'agriculture biologique voici une dizaine d'années. En bio, on a juste droit à 3 kg de cuivre par année à l'hectare. Et puis, comme nous, cette année, il y avait peu de pression de mildiou, on a fait 2 traitements seulement, à 300 grammes. On regarde un peu ce qui se passe au niveau des températures, de l'humidité. On redevient des agriculteurs, quoi, des paysans, quoi. J'ai du plaisir à m'occuper de mes pommes de terre de cette façon-là, plutôt que de me promener avec mon pulvérisateur pour aller les traiter. 3 semaines avant la récolte, on détruit la plante pour stopper la croissance des tubercules. Cette opération s'appelle le défanage. Pour le défanage, il y a plusieurs méthodes qui existent. Donc, il y a le défanage mécanique, donc avec un engin qui va broyer les feuilles et les tiges. On a également le défanage thermique. Donc là, on va utiliser du gaz et du feu en fait, pour brûler les parties aériennes. Donc ces 2 techniques sont autorisées en agriculture biologique. Et on a le dernier type de défanage qui est bien sûr l'utilisation d'herbicides pour détruire les parties aériennes. Les pommes de terre, une fois récoltées, il faut les empêcher de germer pour les conserver jusqu'à la prochaine récolte. Pour contrôler la germination des pommes de terre, le principe de base, c'est de baisser la température. Parce que quand on baisse la température, elle va germer plus tard. Donc, cette technique marche très bien pour les variétés de consommation, donc on achète au magasin. Par contre, pour les variétés qui sont destinées à être transformées en frites ou en chips, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce que si on descend à 3-4 degrés, on va avoir une réaction naturelle. C'est la transformation d'amidon en sucre. Et le sucre qu'on fait chauffer, ça devient du caramel. Et donc, les chips vont sortir toutes brunes, et les frites, c'est pareil. Et en plus, on a un risque de développement d'acrylamides, qui sont toxiques pour l'homme. La solution, quelques mois après la récolte, on pulvérise un antigerminatif dans les entrepôts de stockage. Je l'ai gazé avec du CIPC, et puis ça, on gaze en fait tous les 3-4 mois environ. On regarde l'évolution du stockage, puis dès qu'il y a des pointes qui se mettent, on les gaze. Le CIPC, qu'on appelle aussi chlorprophame, est utilisé dans la production conventionnelle depuis longtemps. Mais l'Union européenne n'a pas renouvelé son autorisation de mise sur le marché et la Suisse l'interdira aussi dès la récolte 2020. Pour le secteur des pommes de terre de table, nous avons des alternatives. Dans le secteur industriel, nous allons avoir un gros problème, car dans l'Union européenne, un autre traitement qui s'appelle One Foresight a été autorisé, qui bloque la germination des pommes de terre industrielles. En Suisse, nous n'avons jusqu'ici pas d'homologation pour ce produit. Et si cette homologation ne vient pas rapidement, alors nous avons un plus gros problème encore. Et pour la production industrielle, nous allons devoir importer des pommes de terre à partir de, disons, février, mars, jusqu'au mois de juin. Ce chlorprophame, cet antigerminatif, sera interdit en Suisse. Le retrait effectif interviendra au 2e semestre 2020. Alors j'ai demandé à l'Office fédéral de l'agriculture de venir nous expliquer pourquoi exactement. Pas de réponse sur la dangerosité du chlorprophame. La Suisse s'aligne sur l'Union européenne, ce qu'on ne va quand même pas lui reprocher dans ce cas-là, n'est-ce pas? Bonsoir Lise Auméric. Bonsoir. Vous avez réalisé ces reportages avec Marco Delamula, à l'aide de nos recherchistes évidemment comme d'habitude. Alors cet antigerminatif sera remplacé, mais par quoi exactement? Alors on a le choix entre plusieurs méthodes naturelles, essentiellement les huiles essentielles justement, de menthe poivrée, ou bien l'éthylène, qui sont déjà tous les deux utilisés en bio. Ça fonctionne très très bien pour les pommes de terre de consommation qu'on conserve entre 4 et 6 degrés à peu près. Alors pour les pommes de terre à destination industrielle, celles qui vont donner des frites, des chips par exemple, là il y aura un problème, on a entendu Madame de Suisse Patate. Oui, parce que ces pommes de terre-là, on ne peut pas les conserver à des températures aussi basses, il faut les garder à peu près à 10 degrés, 8 degrés éventuellement. Et donc à ces températures-là, le risque de germination est plus important, ces produits-là ne sont pas efficaces. Alors, un autre traitement est disponible, il sera d'ailleurs utilisé en Union européenne, c'est le
1,4 DMN pour diméthylnaphthalène. On l'appelle aussi 1-Phosite, on l'a entendu dans le sujet. Ou alors dormir, parce que c'est un produit qui prolonge la dormance naturelle des pommes de terre. Ce produit actuellement n'est pas autorisé en Suisse. Nos autorités sont en train d'examiner son dossier d'homologation. C'est un processus assez complexe. On ne sait pas très bien quand il se terminera et quand la décision sera prise. D'accord, il faudra trouver les solutions intermédiaires, évidemment. En dehors du chlorprophame, on a vu que les pommes de terre demandent des traitements de genres différents, si la culture est conventionnelle ou bio. Raison de plus pour faire travailler un laboratoire, n'est-ce pas Stéphane? Bonsoir. Bonsoir Manuel. Alors nous, bien sûr, on est allé dans un laboratoire, on a envoyé 15 lots de pommes de terre achetés un peu partout en Suisse romande à la recherche de 381 pesticides, dont le fameux chlorprophame. Oui. Et on va passer aux résultats sur les produits qui ne contiennent pas de pesticides. D'accord. 0 pesticides dans les variétés Amandine, Agatha et Concordia à la Migros de Martigny. À Bulle, du côté de la COP, c'est la même chose pour des Charlotte Bio et des Lady Felicia. Idem pour des Annabelle Bio et des Erika achetées chez Aldi au Petit Nancy. Chez Globus Genève, les patates coûtent 4,31 au kilo. Elles sont anonymes et aussi sans reproche. On part au manoir de Marin et Panier, les Erika, Venetia et Agatha sont propres. Enfin, rien non plus dans les Lady Felicia chez Denner à Delémont. Pas de traces de pesticides, même dans des pommes de terre qui n'ont pas de label bio, comme quoi c'est possible. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, hein, Stéphane. Oui, il reste 3 lots de pommes de terre dans lesquels on a trouvé des pesticides. Au niveau des traces, il faut le dire, tout cela reste dans les normes. Dans le détail, les princesses celtianes achetées dans une COP à Bulle contiennent des traces de propamocarbe, un fongicide, et de chlorpyrifos, un insecticide. Ce sont aussi les plus chers du test, à 6 francs le kilo. Du propamocarbe aussi dans des Annabelle chez Denner à Delémont. Et le 3e lot concerne des Agatha de chez Lidl à Yverdon. Elles contiennent des résidus d'un métabolite d'herbicide, du chloridazon d'esphényl. D'accord, alors toutes ces traces, vous l'avez dit, ne dépassent pas les normes, mais on est d'accord, ce serait quand même mieux qu'on n'absorbe pas du tout de pesticides ou de fongicides. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le laboratoire a décelé des traces de chloridazon d'esphényl alors qu'il est interdit. Oui, plus précisément, le chloridazon d'esphényl n'est pas homologué pour le traitement des pommes de terre. C'est une petite nuance. À la lecture des résultats, le labo nous dit qu'il doit certainement s'agir d'une contamination. Il doit y avoir à proximité de ce champ de pommes de terre un champ avec des betteraves, parce qu'on peut utiliser ce produit dans la culture des betteraves. Alors j'ai été demandé à Lidl ce qu'il en était, et Lidl spontanément nous a donné la même version, en disant qu'il s'agissait certainement d'une contamination, et en fait que la concentration trouvée était très basse. Pas de chlorprophame non plus, car il est utilisé plus tard dans la saison pour le stockage des pommes de terre. D'accord, alors ça c'est une précision importante pour les gens qui se poseraient des questions. Quant au chlorpyrifos, eh bien, l'Office fédéral en question aurait bien aimé l'interdire, mais des fabricants et distributeurs de pesticides ont fait recours, imaginez. Alors lisons, quel que soit le traitement, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas toutes les pommes de terre récoltées, cultivées, qui aboutissent dans nos assiettes, au contraire. Alors loin de là, effectivement, c'est une étude qui a été réalisée dans le cadre du programme pour une alimentation durable, qui montrait qu'en fait, une pomme de terre sur 2 n'est pas consommée par un être humain. Alors ça fait un gros gaspillage. Dans le monde de la pomme de terre, on préfère utiliser le terme valorisation. Le marché de la pomme de terre, c'est un monde très normé. Une dictature de l'aspect et du calibre. Trop petit, moins de 3 cm, ou trop gros, plus de 7 cm, le tubercule sera impitoyablement écarté. Alors ça, c'est du surcalibre. C'est du calibre plus que 70 qui n'est pas commercialisable parce que dans un cornet d'1,5 kg, il y en aurait 3. Et puis ça, pour la consommatrice, ça ne va pas du tout. Et puis on les garde pour nous. Dans une année un petit peu normale, il faut compter un tiers, quoi. En tout cas, passer un bon 30% entre celles qui restent sur le champ et les déchets qu'on enlève, plus encore la déduction qu'ils nous font en arrivant à la coopérative, parce que c'est toujours autour des 15%. Hein. La plupart des producteurs de pommes de terre confient leur récolte à des grossistes. Le plus souvent, ce sont des coopératives. Première étape, c'est un contrôle de qualité indépendant effectué sur un échantillon pris au hasard, en présence du producteur. Chaque pomme de terre de l'échantillon est calibrée, examinée plusieurs fois.
Certaines sont épluchées ou coupées. Tous les défauts sont ainsi traqués. Un tubercule déformé, blessé, visité par un ver ou présentant une petite maladie de peau sera écarté. On détermine ainsi le rendement de la récolte qui est livrée. L'enjeu est important pour le producteur. De cette estimation dépend le prix qu'il pourra tirer de sa récolte. Tu vois, j'ai trouvé 2,05 kg de défaut. Ça fait un 7% avec la tolérance, ça fait 6. D'accord. Pas Très comme bien. ça? Très bien. Merci. Cette fois, Albert Meyer s'en sort bien. Sur 100 kg de pommes de terre livrées, la coopérative lui en payera 94. En général, c'est quand même assez juste. C'est normal qu'on n'ait jamais du 100% parce qu'on est sur une machine, on ne peut pas tout enlever. Nous avons un système de formation des prix qui est basé sur l'offre et la demande. Il est orienté vers le marché, ce qui signifie qu'une année de grosse récolte, le prix au producteur sera plus bas qu'une année où la récolte est moins abondante. C'est parce que la demande est plus ou moins constante que le prix payé au producteur peut fluctuer à l'intérieur d'une fourchette bien définie. Des prix qui peuvent donc varier. Mais les critères de commercialisation définis par les grossistes et les distributeurs varient-ils également selon les années? Oui, ils disent non. Ils disent non, mais disons qu'une année où il y a peu de récoltes et tout ça, on sent qu'ils ont faim, ils sont moins difficiles quand ils ont faim. Et puis alors quand il y en a beaucoup, ma foi, ils disent on prenait plus belle, quoi. Et puis le reste, voilà, on laisse tomber. C'est un peu compréhensible, parce que tout ce qu'ils achètent, il faut qu'ils le vendent. C'est toute la difficulté de l'exercice. Produire la quasi-totalité de la consommation suisse avec des récoltes qui peuvent varier de 20 à 30% d'une année à l'autre. Les pommes de terre non commercialisables ne sont pas jetées. On les utilise pour nourrir les vaches qui en raffolent. Dans la filière de la pomme de terre industrielle, les déchets liés à l'élaboration des produits sont aussi destinés au bétail. Cette entreprise du Gros de Vaud est spécialisée dans la préparation de produits frais pour la restauration. Les pommes de terre sont transformées et conditionnées, destinées à la consommation dans les 5 jours. On fait tous les produits qui peuvent être utilisés dans une cuisine. Ça va de la pomme de terre pelée, la pomme de terre frite, sous toutes ses formes. On fait aussi du gratin avec toutes les épaisseurs possibles. On fait des pommes de terre parisiennes qui sont des petites boules profilées de 12 grammes chacune. Le produit qu'on fait en masse, c'est des pommes de terre tournées et qu'on fait environ 4 à 500 kilos par jour. On utilise environ 20 tonnes de pommes de terre chaque jour. Et puis, on en vend environ 7000 à 7500 kilos par jour, ce qui fait un rendement de 35% par rapport aux pommes de terre brutes. Et le solde est distribué à des vaches ou à des bovins d'engraissement. 65% de rebut dans la transformation. On l'explique par la demande de produits prêts à l'emploi qui permettent d'économiser de la main-d'œuvre dans les cuisines, quitte à gaspiller une matière première bon marché. Si on rajoute encore 15% de gaspillage alimentaire dans les ménages, c'est donc une pomme de terre sur 2 seulement qui aboutit dans une assiette. Chez Suisse Patate, on ne considère pas cela comme du gaspillage alimentaire. Nous, chez Suisse Patate, nous ne partageons pas cette définition. Pour nous, l'utilisation dans l'alimentation animale de ces pommes de terre non conformes aux normes et aux exigences sanitaires, c'est une valorisation très appropriée. Ces pommes de terre sont ainsi valorisées en lait et en viande et aboutissent quand même dans l'assiette du consommateur. Elle est loin l'époque où on glanait systématiquement les pommes de terre oubliées dans les champs, histoire de ne rien perdre.
En résumé, il y a des déchets à différents niveaux, jusque chez le consommateur, mais la recherche de la patate parfaite dont je parlais au tout début de l'émission joue un rôle non négligeable. C'est bien juste, hein, Lison? Absolument. C'est l'aspect qui compte, la forme, la couleur, le calibre, une peau très très lisse. Alors, chez les grossistes, on nous dit que ce sont les distributeurs qui ont ces exigences. Et chez les distributeurs, on dit que ce sont les consommateurs qui veulent que ce soit parfait. On ne sait pas très bien qui est à l'origine de ce diktat, mais on constate le diktat. Le diktat qui peut peut-être changer, on en reparlera tous les deux. Un responsable d'une association agricole me disait être sous une pression de qualité toujours plus grande de la part des distributeurs chaque année. Résultat, près d'un tiers de la production est déclassée. Et la Migros est plus souvent citée par des producteurs qui n'osent pas parler ouvertement, de peur de se mettre à mal avec un gros client. Alors, que me répond la Migros, qui se qualifie elle-même du premier client de l'agriculture suisse? Je cite son porte-parole. Citation, « Nous avons tendance à être plus souples que les autres acteurs de la branche. Nous vendons sous la marque M-Budget des fruits et légumes moins calibrés. » Fin de citation. En fait, et ça c'est moi qui ajoute, tout est une question d'offre et de demande. Si les agriculteurs n'ont pas assez de pommes de terre, eh bien la Migros adaptera ses exigences de calibrage et de qualité. En revanche, si la récolte a été très abondante, je cite toujours le porte-parole, « Nous sommes moins disposés à ajuster la qualité. Migros est soumise à un marché et à ses impératifs. » Question prix maintenant, ceux qui sont payés aux producteurs de pommes de terre sont stables depuis plusieurs années, mais ils sont trop bas, se plaignent certains agriculteurs que nous avons contactés. Prix stable, oui, alors que les coûts de production augmentent, ça ne va pas. Disons, si beaucoup de pommes de terre finissent dans les poubelles, dans les ménages, ce serait mieux d'ailleurs qu'elles finissent dans les sacs compostables, on est d'accord. C'est quand même pas une fatalité, il y a un problème de conservation. Oui, on estime effectivement 15% de pertes dans les ménages, c'est beaucoup. C'est peut-être lié au fait que nous n'avons plus accès à ces bonnes vieilles caves sombres et fraîches qui permettaient de les conserver de manière optimale. Alors, quelques conseils. On va d'abord dire aux gens, achetez des pommes de terre en petite quantité, ce dont vous avez besoin. On préfère aussi des pommes de terre qui ne sont pas lavées, puisqu'elles se conserveront un petit peu mieux. Si on les achète en supermarché, on les sort du sac plastique, on les emballe dans un tissu pour qu'elles respirent, et puis on les met à l'abri de la lumière, dans un tiroir, dans un placard. Elles se conserveront comme ça, c'est pas le réfrigérateur. Trop froid le réfrigérateur. Et puis on les mange rapidement, ce qui est peut-être un problème parce qu'on risque de les oublier au fond du tiroir. D'accord, merci pour les conseils. Et on ne les mange pas trop souvent crus, sauf erreur? Non, alors les pommes de terre, la peau des pommes de terre et les germes des pommes de terre contiennent de la solanine. C'est toxique. Alors on ne risque pas grand-chose, des ennuis gastriques, mais enfin c'est pas très agréable. C'est une raison aussi pour laquelle on ne boit pas ou on n'utilise pas l'eau des pommes de terre cuites en robe parce qu'elle contient cette fameuse solanine. D'accord, voilà qui est très clair. Et puis, il n'y a pas que les pommes de terre qui subissent un tri impitoyable, ce qui a le don d'agacer notre fée verte Laila Rolly. C'est quoi encore le problème avec les fruits et légumes? Pour défiler sur les étals des supermarchés, il faut avoir la plastique de Claudia Choufleur. Des carottes bien droites, des abricots sans taches, des poires calipiges ou des choux de Bruxelles d'au moins 3 cm de diamètre, les diktats esthétiques de la grande distribution sont aussi sévères que les critères de sélection des mannequins pour la Fashion Week. Et oui, les clients achètent d'abord avec les yeux, et ça, les magasins l'ont bien compris. Du coup, les producteurs ont été encouragés à cultiver des denrées séduisantes et le souci, c'est que d'un côté, des milliers de variétés délicieuses mais moins jolies ont été délaissées et de l'autre, les consommateurs sont devenus très exigeants sur l'aspect de leurs aliments. T'as un exemple? Un classique, c'est la banane dont la couleur actuelle est le résultat d'analyses marketing minutieuses. Les études ont indiqué que les clients achetaient plus de bananes si leur peau était de couleur Pantone 120752, le jaune Buttercup, alors les bananeraies du globe ont dû s'adapter. Mais même en sélectionnant les cultures qui font les plus jolis fruits, il y a toujours une proportion de vilains canards qui échoueront au casting. Et des producteurs peuvent se voir refuser des cargaisons entières pour des questions de taille ou d'aspect. Et on a beaucoup des délits de sale gueule? D'après le site foodwaste.ch, 299 000 tonnes de denrées alimentaires passent directement du champ au compost parce qu'elles ont des tronches d'épouvantail à moineaux. Mais en matière de gaspille, il n'y a pas que la taille qui compte, il y a aussi le prix.
Si le cours des légumes, des fruits ou des céréales est trop bas, le producteur a intérêt à ne pas récolter plutôt que de vendre à perte. Et c'est ainsi, comme l'an dernier où les récoltes étaient plus qu'abondantes, que des tonnes de nourriture sont jetées plutôt que de finir en ratatouille. On pourrait pas en faire des soupes, des jus, des sauces? Encore une fois, pour des raisons de prix, la grande distribution préfère gâcher ce qu'on a ici et importer des conserves de tomates d'Italie. Mais heureusement, des petites structures comme Ugly Fruits, Frutil ou encore l'Union maraîchère de Genève ont décidé de redonner une chance à ces fruits et légumes moches. Comme le disait Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec les papilles. Le consommateur choisit avec les yeux, mais ses yeux peuvent admettre de ne pas choisir toujours le plus beau. Alors, pour revenir à nos pommes de terre, Lisan, vous avez fait un petit sondage sur notre page Facebook. Voilà, on a organisé un petit sondage en donnant le choix entre deux types de pommes de terre, celles-ci qui sont encore pleines de terre, enfin recouvertes de terre, et puis celles-là qui sont, comme la plupart du temps, lavées, toutes brillantes. Et des centaines de réponses, 69% des gens choisissent les pommes de terre qui sont enduites de terre, à condition qu'on leur explique qu'elles vont mieux se conserver, que si on lave les pommes de terre, eh bien, on nuit à leur conservation, et puis on va même favoriser certaines petites maladies de peau. Ce qui veut dire que si le consommateur choisit avec les yeux, comme vous l'avez dit, il est aussi sensible au gaspillage alimentaire. Et si on lui donne le choix entre des pommes de terre brossées et des pommes de terre lavées, eh bien son choix n'ira peut-être pas toujours en faveur des pommes de terre lavées. Si son choix n'est pas que sur un clic sur Internet, mais dans la réalité, on espère bien. Merci pour ce sondage, Lisan. Bonne soirée. Bonne soirée. Parlons de vous maintenant. Cette semaine, c'est la lettre d'une téléspectatrice lausannoise qui a retenu notre attention. Sa mobilité est réduite, elle a besoin de pouvoir faire des transformations dans sa salle de bain, mais sa régie ne l'entend pas de cette oreille jusqu'à ce que... Suspense. Les explications de François Janet. Alice Lavanchy habite un grand immeuble dans le haut de la ville, à Lausanne. Le quartier est pratique et bien desservi. À proximité, on trouve la poste et plusieurs magasins. Les transports publics aussi sont à 2 pas. Je vous ouvre. Madame Lavanchy a emménagé ici il y a 26 ans. Elle paye un loyer mensuel de 999 francs, loyer qui n'a pratiquement pas bougé depuis qu'elle est entrée ici en 1993. Son appartement de 2 pièces comprend un hall, un living, une chambre à coucher, un balcon et une salle d'eau. L'appartement m'a toujours plu comme il était. J'ai jamais demandé une tapisserie, jamais, mais rien. Mais comme la baignoire est petite, mais haute, je ne peux plus du tout aller prendre de bain. Et alors, au lavabo, je mets bien, comme je ne peux plus me plier, je mets bien 1 heure, 1 heure et quart, c'est pas 1 heure et demie de temps pour arriver à faire ma toilette, parce que, bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis très coquette. Et puis coquette, ça veut dire propre. Et j'en peux plus. Moi, ce que je souhaitais, puisque maintenant je ne peux plus me remettre du tout, que c'est de plus en plus grave, je souhaitais avoir une porte à ma baignoire. Madame Lavanchy se fait aider dans ses démarches par un centre médico-social qui s'emploie à assurer le maintien à domicile. Ce CMS avait déjà obtenu d'installer une baignoire à porte pour une autre locataire de l'immeuble. Et Madame Lavanchy est prête à prendre tous les frais à sa charge, plus de 3 000 francs, et à remettre sa salle de bain en état à son départ. Mais ça m'a été refusé. Mais ça m'a été refusé très cavalièrement. C'est-à-dire, ce que je n'admets pas, c'est que dans une réponse très brève, dans un email, c'était simplement dit que si jamais ça ne me convenait pas, je pouvais fort bien aller dans un appartement protégé. Alors, merci beaucoup du compliment. Et puis, qu'il me laisserait partir, j'aurais pas de problème pour partir d'un jour à l'autre. Donc, si c'est pas donner un coup de pied dans les fesses à quelqu'un pour qu'il s'en aille, je sais pas comment ça s'appelle. Alice Lavanchy n'est pas seulement coquette, elle est aussi déterminée. Elle ne veut pas se retrouver obligée de quitter son appartement. Il suffit d'une chute. Il suffit que la femme de ménage le sache, elle le dit tout de suite, et hop, vous passez à l'EMS à côté. Hein. Vous vous redoutez de devoir quitter mais oui, alors. Ah oui, alors ça, c'est certain. Et je suis sûre qu'il y a pas mal de gens d'un certain âge ici qui ne se plaindront jamais à la gérance, mais on les entend beaucoup discuter dans les corridors.
de peur de perdre l'appartement, tout simplement. Madame Lavanchy aurait-elle pu passer outre, faire installer sa baignoire à porte sans avertir sa gérance? Pour le savoir, nous nous sommes adressés à un spécialiste de ce genre de questions. Alors, il faut demander l'autorisation de faire les travaux, puisque le contrat de bail donne au locataire l'usage de la chose, le droit d'user de la chose, mais pas davantage. Donc là, il faut absolument une autorisation écrite de la gérance. Alors, dans le pire des cas, il peut s'exposer à une résiliation de son bail, pour manque de devoir de diligence notamment, voire une résiliation ordinaire pour rupture du lien de confiance. C'est vrai que juridiquement, la locataire n'a aucun moyen de contraindre le bailleur à effectuer ses travaux. Le bailleur n'a d'ailleurs pas à motiver son refus dans le cadre de ces travaux effectués par le locataire. Un moyen sans doute pour le bailleur de pouvoir libérer un appartement, j'imagine, très bon marché, et puis le relouer sensiblement plus cher au départ de cette locataire. La gérance de Madame Lavanchy est un groupe international basé à Francfort et à Zurich pour la Suisse. Mais ce groupe, Apleona, a des agences dans de nombreuses villes. Définitivement pas d'interview chez Apleona, c'est dans ce bâtiment ici à Lausanne que se trouve leur bureau. Mais tout est bien qui finit bien pour notre locataire, puisque la gérance finalement, et après notre intervention, a accepté qu'elle procède à ses travaux et qu'elle fasse installer une baignoire à porte. Apleona nous a confirmé par téléphone que ce sont bien nos questions qui ont conduit à ce coup de théâtre. D'ailleurs, quand nous l'avons rencontrée, Madame Lavanchy venait à peine de recevoir une lettre de sa gérance. Nous vous informons que nous acceptons, à titre exceptionnel, de procéder à ces travaux. Vous trouverez en annexe l'avenant pour une modification à la chose louée en 2 exemplaires pour l'objet cité en titre. Dès lors, nous vous remercions de bien vouloir les signer et nous les renvoyer. Nous vous retournerons ensuite l'exemplaire qui vous revient dûment contresigné. Dans cette attente, nous vous prions d'agréer les salutations distinguées, blablabla. Vous êtes soulagé? Non. Donc, j'ai pas ma lettre en retour que j'ai signée. Pas du tout. Je fais pas du tout confiance. Mais ça va quand même dans le bon sens. Écoutez, oui, mais ça existe, hein, les illusionnistes. Et puis, eh ben voilà, en ayant été dans les affaires, je sais aussi qu'au dernier moment, tant que les signatures ne sont pas données, la personne peut se désister, pour une raison ou pour une autre. C'est vite vu. Vous nous tiendrez au courant. Ah, tout à fait. Tout à fait. Alice Lavanchy nous a donné des nouvelles. En fait, elle n'a toujours pas reçu de document signé de sa régie. Elle l'espère depuis une grosse semaine. On attend la suite et je vous tiendrai bien sûr au courant. Garer sa voiture au parking d'un centre commercial et remplir son chariot pour les achats de la semaine, jusqu'à récemment, c'était la forme la plus courante pour faire ses courses. Les centres commerciaux ont poussé comme des champignons, en Suisse comme ailleurs d'ailleurs. Mais les années de vache grasse, c'est fini. Les centres commerciaux aujourd'hui rament pour garder leur clientèle. À qui la faute? L'enquête d'À bon entendeur mardi prochain vous dira tout. Comment se réinventer? On est en 2019, c'est un secret pour personne, il faut se remettre en question, puisque les habitudes changent, puisque la clientèle change, les habitudes de consommation changent aussi. Donc on n'a pas d'autre choix que de s'adapter. C'est une super opportunité pour tous les centres de travailler avec les 5 sens, parce que les gens aiment bien goûter, ils aiment bien essayer, ils aiment bien sentir, ils aiment bien se rencontrer. Je pense aussi à faire des événements, un match de tennis, un match de foot. Il y a pas mal des activités qui sont possibles dans les centres commerciaux en futur comme place to be. Où et comment ouvrir de nouveaux magasins? Les grands distributeurs se disputent le territoire et surtout les gares. Le paysage de nos lieux d'achat, nos habitudes sont en train de changer considérablement. Donc vous ne faites plus les grosses courses de la semaine? Non, alors des fois les grosses courses de la semaine, je les fais au marché. Mais par contre, je vais avoir du plaisir. Je vais passer ma matinée de 8h à 13h. Je vais rentrer à 13h sur les rotules, mais satisfaite de ma matinée en fait, parce que j'aurai acheté des bons produits, parce que j'aurai passé du bon temps. L'idée de prendre une voiture, de faire 15 km pour aller dans un centre commercial en banlieue, de faire toutes les courses de la semaine et de rentrer, c'est vraiment pas votre truc? Non, alors déjà parce que je trouve que c'est pas du tout convivial.
On va dans un endroit, il y a 1 milliard de gens, il y a des lumières qui nous agressent. Je trouve que c'est très agressif en fait un centre commercial. À bon entendeur, à plonger dans l'univers des centres commerciaux en Suisse. C'est à découvrir mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.